tous et bienvenue sur Maybe Planet. Je suis Camille Foucard et aujourd'hui nous allons nous interroger sur un sujet parascientifique qui fait toujours débat aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas et Julie. Bienvenue. Salut, merci beaucoup. Bonjour Pascal aussi. Salut Camille, salut Julie et Nico. Salut. Alors aujourd'hui, j'ai squeezé l'intro, j'ai fait mes soft. C'est bien Mais je pense aussi. que tout le monde a compris. Ouais. Alors, bon Camille, avant que tu attaques, moi je suis chaud patate, je suis ravi de faire cette émission. Je suis ravi de pouvoir discuter avec Julie et Nico parce qu'ils font des choses qui me font halluciner. Donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec eux et de vous faire partager cette discussion pendant quelques minutes. c'est ça. Aujourd'hui, on va parler spiritisme. C'est un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur cette chaîne-là, mais je pense qu'il va falloir vous y habituer. On va traiter de beaucoup de sujets de ce type à l'avenir, et c'est vrai que je suis plus que ravie de commencer à parler de ces sujets-là avec vous deux, parce que vous êtes déjà venus sur cette chaîne. On avait parlé un petit peu, mais pas énormément, et c'est vrai que moi je suis sortie frustrée parce que j'avais envie de développer ces sujets-là. Donc c'est pour ça, là, on a une émission entière où on va pouvoir papoter, et ça va être top. Donc, on va partir, avant de vous découvrir un petit peu plus, on fait cette vidéo-là parce que on a fait il y a quelques semaines une vidéo sur le document. Ouais, jour, je ne sais plus. Je suis perdue dans mes dates. On a fait une vidéo sur le documentaire sur Alan Kardec. Et en tout cas, Pascal et moi, on l'a trouvé passionnant. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, on l'a vu également. C'est vrai que... on l'a regardé ensemble. Déjà, on a trouvé la réalisation vraiment très bien faite. Et on a été agréablement surpris par la qualité de la réalisation des intervenants. Et on a appris aussi des choses très intéressantes parce que c'est assez fouillé. Donc, comme toujours, j'ai envie de dire, nous concernant, de toute façon, comme toujours, dès que ça concerne Kardec, on trouve ça passionnant. Mais c'est un beau documentaire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'est ça. Au-delà du côté documentaire pur, moi qui suis aussi dans le montage et la réalisation, j'ai trouvé que c'était vraiment très très propre, très bien amené, avec un doubleur professionnel qui joue à la perfection. L'acteur joue très bien aussi. Oui. Les intervenants sont pertinents, ils ont des profils très différents mais qui se complémentent à la fois. Oui, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des intervenants qui viennent de différents horizons. Ça apportait vraiment des informations très larges et c'est hyper complet du coup. Et c'était du factuel et ça manque trop, ce genre de documentaire, malheureusement. J'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est noyé dans la désinformation et du coup ça fait un bon bol d'air pur de voir ce genre de documentaire. Oui. C'est ça. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, comme nous disait donc le réalisateur, c'est que c'est une discussion entre eux. Ils n'avaient pas de script. Et donc, c'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui se sont renseignés à fond sur la vie d'Alan Kardec. Et moi, j'ai trouvé que cette discussion-là était tellement riche. Et on s'est dit, mais là, il a gardé quelques rushs, mais il y avait des trucs qui devaient être fabuleux, je pense. Complètement. Je pense qu'il y a quelques heures de rush qui doivent être hallucinants de par leur intérêt. Je pense que... Mais comme avec tous les passionnés, je pense qu'il aurait pu tourner pendant des heures sans que ces intervenants soient intarissables sur le sujet. Donc clairement, à mon avis, la sélection des passages a dû être hyper compliquée au final. Ouais, c'est ça. Ouais, on salue d'ailleurs David qui nous a fait le plaisir de faire une interview chez nous. Et puis on salue aussi René Quéru, qui est l'acteur physique de Kardec et qui m'a confirmé que c'était sa vraie moustache. J'avais demandé à David, mais il me l'a confirmé. Il m'a dit, c'est bien ma vraie moustache, Pascal. Donc voilà, nous voilà rassurés. Je vous montrerai dans le petit la vidéo si vous l'avez pas vue parce que c'est très sympa de discuter avec le réalisateur, savoir comment ils ont fait et lui pourquoi il a tourné ce documentaire-là, pourquoi sur Alan Kardec aussi. Donc si vous l'avez pas vu, c'est très intéressant aussi. Ouais. Donc, puis on salue bien sûr aussi Sébastien Lilly, le producteur du documentaire, et puis on salue bien sûr toute l'équipe de l'INRES, Yves Cara, Stéphane Alix, tout le monde, voilà. Et bravo encore une fois, un très bon boulot de la part de l'INRES. Complètement. Du coup,
Alan Kardec, pour vous, c'est un peu le départ du spiritisme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, que ce soit du personnage ou même voilà, des débuts du spiritisme jusqu'à nos jours? Vas-y. Alors c'est vrai que quand on a commencé, on était un peu néophyte, en tout cas sur le spiritisme. On ne pensait pas que ça allait tenir une part aussi importante dans notre cheminement associatif, au moins en tout cas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a été amené à se documenter et se renseigner sur ce mouvement et sur comment ça a été importé en France. Et il s'avère que oui, Alan Kardec, avec tout le travail qu'il a fourni, et c'est ça en fait. Donc, et c'est un peu paradoxal parce que ça date de 1850, 60 en tout cas. Je crois, de fin 60, fin 1860 pour la parution de son premier livre. Ce qui est intéressant, c'est la méthodologie qu'il a employée déjà à cette époque pour se documenter, fouiller le sujet, travailler puis publier. Et c'est vrai que donc c'était un enseignant, un pédagogue qui avait déjà publié de nombreux ouvrages. Et c'est vrai que je pense que cette méthodologie, on le doit à son bagage professionnel, clairement. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait la différence finalement peut-être avec d'autres ouvrages qui viennent, auteur lambda, c'est pas forcément le terme approprié, mais disons qu'il a eu cette méthodologie bien carrée, cette réflexion qu'il a apportée à chaque étape de son processus, et ça donne toute la crédibilité, voilà, toute la crédibilité à son œuvre au sens large. Et déjà pour l'époque, franchement, c'était une manière de penser et de procéder qui était, je pense, pas si convenue que ça. C'est vrai. Donc finalement, quand on a un petit peu potassé tout ça, on se rend compte que quelques années plus tard, plus d'un siècle, largement plus d'un siècle a passé, et je n'ai pas forcément l'impression qu'on soit beaucoup plus avancé. Il a, lui, en 10 ans, entrepris énormément de choses, fait énormément avancer ce pan-là du paranormal au sens large, en tout cas du spiritisme. En 10 ans, il a fait énormément, et depuis, j'ai pas l'impression qu'on ait réellement beaucoup avancé. On a stagné pendant des décennies, et en fait, je comprends pas. Je comprends pas vraiment pourquoi il y a eu. Tu parlais de sa méthodologie. Est-ce que tout simplement on n'a pas su continuer cette méthodologie, ou est-ce qu'aujourd'hui on n'a tout simplement pas de méthodologie? Est-ce qu'on n'est pas, alors je le dis avec des guillemets, est-ce que des fois on n'est pas trop directement dans la croyance et on sabre la méthodologie pour prouver quelque chose plutôt que de chercher quelque chose? Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai l'impression en fait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme un switch, un revirement en fait, et on s'est servi du spiritisme comme alibi à ce qu'on avait envie, comment je pourrais formuler croire, ça, en fait. Ouais, à ce qu'on avait envie de croire. Et c'était plus le départ de recherche, c'était un moyen pour arriver à ses fins. Et en fait, c'est pas ainsi qu'il a travaillé, Kardec. C'était on applique une méthode, on est carré dans la méthode et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et je pense que voilà, je suis complètement d'accord avec toi, Pascal. On a complètement inversé la méthodologie. On s'en est servi pour aller chercher ce qu'on voulait trouver. Et ça a complètement biaisé la chose, et ça a aussi contribué à décrédibiliser cette méthode, ses travaux et la réalité de ce spiritisme finalement. Puis en plus, on touche pour l'avoir exercé. C'est un petit peu ce que j'allais dire en fait, entre le fait que lui, Alan Kardec avait un caractère apparemment assez rigoureux, ce qui fait qu'il a mis en place son protocole et il s'y tenait, mais à la lettre,
Et je pense que ça, aujourd'hui, ça nous manque beaucoup pour certaines recherches. Il y a certains corps de métiers dans la recherche où ils ont des protocoles, où ils sont obligés de suivre quelque chose de très strict, un pas à pas, pour pouvoir avancer dans leur recherche, sinon c'est pas du tout pris en compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est peut-être ça qui manque. Mais aussi, je me dis, c'est peut-être aussi parce que le sujet, le spiritisme a été décrédibilisé aussi au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on n'en parle pas forcément d'une manière positive. Non, vous qui êtes là-dedans, qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Une fois que Alan Kardec est mort, de toute façon, ses travaux se sont un petit peu... Enfin, tout s'est un petit peu arrêté en quelque sorte. Le spiritisme a été un petit peu détourné en spiritualisme, notamment du côté anglo-saxon, qui devait en fait plus divertir les gens plus qu'autre chose. Il n'y avait plus du tout cette philosophie. Et du coup, après, au-delà de ça, on a eu le coup des Sir Fox qui a remis encore un petit peu d'huile sur le feu pour montrer que tout ça, ce n'était que supercherie. Mais c'est parce qu'effectivement, on n'avait plus cette fameuse méthodologie très précise de départ qui fait que on s'en est servi soit effectivement pour renforcer ses croyances, soit pour se divertir, soit pour... voilà, mais en fait, le point de départ de cette recherche a été perdu. En fait. J'ai envie de te dire, utilisez aussi pour faire de l'argent, parce que quand vous dites à quelqu'un « je suis en capacité de communiquer avec votre épouse, avec vos enfants », enfin, je veux dire, on touche quelque chose d'extrêmement sensible, et c'est vrai que c'est compliqué, et je pense qu'il y a des escrocs qui ont fait beaucoup d'argent en se faisant passer pour des médiums alors qu'ils n'avaient aucun talent. Et qui font toujours, effectivement. Oui, bien sûr. Disons qu'il y a... Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui savent observer, qui savent déchiffrer, qui sont de très bons psychologues, mais qui ne sont pas du tout médiums. Et c'est le gros travers du domaine. C'est que comment savoir à qui se fier, comment juger les capacités, les compétences de la personne qu'on a en face de soi, c'est pas évident. Et puis comme tous les escrocs qui se respectent, ils savent aussi repérer les personnes fragiles. Aussi. Parce que de toute façon, avec le décès d'un proche ou c'est un peu quand tu vas consulter quelqu'un pour rechercher ses capacités médiumniques, t'es tu demandes son avis, tu demandes à être éclairé. Donc, tu es au minimum dans un moment de ta vie où c'est flou, où la période est trouble. Donc, fatalement, oui, tu es pas au mieux de ta forme pour discerner. Après, il ne faut pas mettre non plus tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui ont des capacités et qui sont bien, qui ne vont pas chercher justement l'escroquerie ou à faire de l'argent. Donc, il y a juste en fait un discernement à avoir quand on cherche une personne à consulter. Quand on y va, voilà, on en reparle souvent. Je pense que dans beaucoup de sujets, le discernement revient, surtout quand on parle de croyances. Il y a à un moment donné un esprit d'analyse qu'il faut avoir on parlait tout à l'heure des faits. Il y a certains faits qu'il faut prendre en compte avant de procéder à une recherche ou quoi que ce soit. Voilà. Faire un petit peu la part des choses et pas rentrer baisser dans la croyance et en gobant tout, je vais dire. Mais vous, je trouve que vous avez pris le bon chemin, c'est-à-dire de dire on va faire nous, quoi. Voilà, encore une fois, on va s'y mettre nous et puis on va se faire notre propre idée quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Ce qui est assez rigolo, au-delà du spiritisme pur, nous, ça fait 5 ans qu'on existe maintenant en termes associatifs. On a commencé la planche Ouija et le spiritisme dès la première enquête qu'on a essayé, en essayant de se purger de toutes les légendes. Bon, c'était un peu dur parce que la purge. Ouais, les vieilles croyances ont la vie dure, mais on a essayé de se purger, de partir à zéro, de dire on va pas utiliser de rituel, pas de protocole. C'est une planche en bois avec un autre morceau de bois par-dessus. Qu'est-ce qui peut techniquement nous arriver? Voilà, après tout ce qu'on raconte, etc. Et j'avais même eu un échange lors d'une conférence avec Stéphane Alix, qui lui-même était à l'époque, en tout cas, très anti-Ouija. Et du coup, on a essayé un petit peu de se purger de tout ça, et ça a mis énormément de temps avant d'arriver et d'avoir de réelles conversations comme on a aujourd'hui. C'est en termes d'années, finalement. En termes d'années, plus de 2 ans. On est resté très longtemps à avoir des a priori négatifs, et après analyse, on a compris d'où ça venait, et on a compris que c'était des a priori, mais je peux vous dire que la planche de Ouija, elle a dormi dans la voiture plutôt qu'à la maison pendant un bon moment. C'est ridicule, mais il a fallu qu'on passe, même si on voulait absolument se purger de tout ça, il a fallu qu'on expérimente,
qu'on ait aussi notre petite dose de frousse et qu'on puisse après faire travailler notre esprit critique en comprenant d'où venaient ces frousses, etc. Ça a mis du temps. Le recul, c'est un recul sur soi-même et ses croyances qu'on pense être acquis. Et forcément, c'est une introspection un petit peu intérieure qui prend plus de temps selon les uns ou les autres, mais on est vraiment hyper heureux de l'avoir fait parce que je pense que ça a été ce qui nous a conduit à avoir ce déclic, en tout cas dans nos expérimentations. Alors, vous parlez de déclic déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ces sujets-là? Et après, du coup, qu'est-ce qui vous a amené à tester? Parce qu'il y a un pas, du coup, entre l'intérêt et passer à l'action. Alors, l'intérêt, je pense, je te laisserai parler de comment on est arrivé sur le terrain. Oui. L'intérêt, bon, on a une petite trentaine, toute petite trentaine. Et clairement, on est dans la génération X-Files, dans la génération mystère. Qu'est-ce qu'il y avait aussi au-delà du réel? Franchement, on a été, dans toute notre enfance, adolescence, bercé par ces programmes-là qu'on voyait à la télé. C'était vraiment hyper en vogue. Donc l'intérêt, on a évolué avec finalement. Donc, mais au-delà d'un divertissement, quand on essaie d'aller plus loin, on se rend compte que on parlait d'X-Files parce que on est des très très gros fans d'X-Files. On s'est aperçu qu'il y avait un énorme travail de recherche de la part du réalisateur de cette émission, qui partait souvent de cas concrets, de faits concrets, etc. Et après, qui était un petit peu détourné forcément pour les besoins de la production. Mais quand on se dit, mais au bout d'un moment, on regarde ça, on aime ça, mais quelle est la part de vérité? Quelle est la part de fiction? Après, il y a la curiosité qui a commencé à poindre un petit peu, et on a commencé à un petit peu aller chercher les informations ailleurs que dans des programmes de séries télé et autres. Donc, à aller chercher dans le factuel. Pousser. En fait, au fur et à mesure qu'on trouvait certaines infos, on avait envie d'en savoir plus sur d'autres sujets, et de fil en aiguille, on se documentait de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour on soit contacté par un ami. Et qui lui avait emménagé dans une maison. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que cet ami, on ne lui avait jamais parlé qu'on avait un attrait particulier pour le paranormal, parce que vous le savez, je pense mieux que tout le monde, que quand on a des petits, des petits attraits pour des domaines un petit peu particuliers, comme celui du paranormal ou de l'ufologie, on n'en parle pas à tout le monde, parce qu'on est vite catalogué au travers de nos attraits. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette personne, on savait que c'était une personne très terre-à-terre, qui ne s'intéressait pas du tout au domaine, et qui nous aurait, je pense, même jugé si on lui avait évoqué ce sujet. Le fait est que cette personne a eu un problème de santé, un grave problème de santé. Il a dû revendre toute sa maison, son business, et aller s'exiler un petit peu au fin fond de la campagne, dans une vieille maison qu'il voulait retaper. Très ancienne maison de village. Une maison qui date de construction en 1664 de mémoire. Donc c'est une très très vieille maison. Et là, il a commencé avec sa femme, sans s'en parler, à vivre des phénomènes, chacun de leur côté, très étranges, de plus en plus puissants, au point que lui, qui avait eu un gros problème de santé, s'était dit qu'il devenait tout simplement fou, parce que c'était un problème au cerveau. Il s'est dit, ça y est, je deviens barjot, mais il n'osait pas en parler. Et sa femme, elle, de son côté, elle qui justement était très croyante, pratiquante et tout, se disait que ce n'était pas possible, ou alors que la maison était habitée par un démon ou je ne sais quoi. Et du coup, au bout d'un moment, il y a eu un phénomène qui était plus puissant que les autres. Ça a été la goutte d'eau. La goutte d'eau. Les deux sont pris l'un contre l'autre en disant, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il y a un truc qui ne va pas. Ah, toi aussi, toi aussi, tu vois des trucs, moi aussi, oh là là. Et là, donc, ils ont déballé tout leur sac avec des choses qu'ils vivaient depuis des semaines, des semaines et des semaines. Et c'était très puissant, ce qu'il y avait dans cette maison. On est frustrés parce que même nous, ayant on est allé enquêter dans cette maison, c'était dans notre tout début, c'était notre toute première enquête, on avait peu de matos, peu d'expérience. On a eu, je pense, on aurait pu en tirer beaucoup plus de cette maison. Oui, parce que quand il nous a évoqué ces phénomènes, il nous a invités une première fois, pour nous dire, vous allez voir ce qui se passe. On a dormi sur place, on a tenté de dormir. Et clairement, le matin, quand on s'est levé, on s'est dit, non mais là, c'est maintenant. En fait, là, on a quelque chose, on a une invitation, on a quelque chose
il faut qu'on teste nous-mêmes, enfin, ce qu'on voit, ce qu'on documente. On l'a là, on le tient là. Il faut absolument qu'on fasse cette expérimentation par nous-mêmes et ce sera ici. Donc, Nicolas a acheté un petit starter pack du chasseur de fantômes. Et puis, voilà. Et on a débarqué quelques mois après. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est vrai que du coup, voilà, d'où la frustration aujourd'hui avec le matériel qu'on a, le background qu'on a, le recul qu'on a pris aussi sur tout ça. On n'a qu'une envie, ce serait de retourner pour refaire et réexploiter mieux finalement cet endroit. Mais depuis, voilà, nos amis ont déménagé. On déménageait, ouais. Bien sûr, et vous pensez que, enfin, j'ai envie de dire que les gens qui vivent actuellement connaissent les mêmes phénomènes, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un lien entre les habitants et le lieu? Est-ce qu'il y a quand même une interaction qui se fait ou pas? C'est une option, effectivement. C'est hyper intéressant, en fait, parce que est-ce que ça a un lien ou pas? Je laisserai seul juge les gens qui regardent la vidéo. Depuis leur départ, plus personne n'a jamais habité cette maison. D'accord. Elle est en travaux. Il y a des travaux qui ont été initiés depuis, au moins 3 ans. Et encore aujourd'hui, on y est passé encore cet été et c'est vide. Parce qu'on aimerait pouvoir y retourner. Donc, quand on s'est dit, faut qu'on aille, on va voir. J'ai sonné, personne. Et c'est en travaux. C'est en travaux et j'ai même interrogé la voisine à côté. Elle était sur sa terrasse. Bonjour madame. Bon, je me suis pas présenté en tant que Nicolas, chasseur de fantômes, mais comme un ami des anciens propriétaires, et j'ai questionné un petit peu cette dame sur ce qui se passait dans cette maison, s'il y avait eu d'autres occupants, etc. Et elle m'a expliqué que non, depuis que il y avait encore le nom d'ailleurs de mon ami sur la boîte aux lettres. Donc comme quoi, ça fait plus de 3 ans qu'elle est totalement inhabitée. Et nos amis vont très bien. Ils ont déménagé dans une autre maison très ancienne, dans un autre village du secteur, et aujourd'hui ils font chambre d'hôte, ça se passe très bien. Et du coup, c'était quel type de phénomène qu'ils rencontraient dans cette maison? C'était très vaste, mais on était vraiment, en termes d'importance, on était au niveau du poltergeist. D'accord. En tout cas, ils entendaient des coups, des bruits de pas, il y avait des portes qui claquaient. Moi, j'avais entendu quand j'avais dormi des chuchotements. Toi, tu avais entendu les bruits de pas autour du lit. Et un hurlement aussi. Oui, le hurlement. On a entendu tous les deux, en pleine nuit. On pas des hurlements. Franchement, le hurlement, je vais te faire rire, tu sais, tu retombes en enfance. On essayait de dormir, du coup, chacun de notre côté, là, dans le lit. Et puis bon, c'était en été. Et moi, j'entends cette espèce de râle, près et loin en même temps, avec une réverbe particulière, tu vois. C'était pas vraiment un écho, c'était vraiment, je sais pas, une réverbe. Un peu étrange qui fait que tu n'arrives pas à définir si le truc il est à côté de toi ou s'il est loin, tu vois. Bon, et du coup là, j'avais les yeux fermés, là je me dis tout va bien. Tu n'as rien entendu, c'est toi, tu dis vague. Tu vas prendre la couverture, tu vois, tu vas la tirer sur tes épaules comme ça. Tu vas te tourner, ils n'ont pas vu que tu avais entendu le truc. Ils t'ont pas vu. Je dors. Franchement, je te jure, franchement, alors, j'avais 5 ans. Ça, Julie, c'est une question. C'est une question intéressante parce que techniquement, tu te sentais effrayé par l'inconnu ou tu te sentais en danger? Enfin, j'ai envie de dire, est-ce que tu sentais qu'il y avait une espèce de volonté négative, on va dire, ou c'est simplement l'inconnu qui faisait qu'on a les poils qui se dressent et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre, quoi? Je pense pas, il y avait rien qui était clairement hostile envers nous. C'est juste qu'il y avait des choses qui se passaient qu'on ne comprenait pas. Et en fait, en plus, on te dit c'est impossible, ça n'existe pas, tu vois, c'est rabâché depuis que t'es gamin. Et il y a aussi tout l'aspect culturel, religion, cinéma qui te dit en plus, si ça se passe, tu sais, c'est pas bon du tout. C'est ça aussi, quoi, voilà, ouais. Et voilà, et en fait, c'est toi après ton cerveau, tu fais le reste tout seul. Donc non, clairement, rien d'hostile finalement. Peut-être juste quelque chose qui essayait de faire signe, coucou, je suis là. Et clairement, on est venu pour ça aussi. Oui, mais ça, Ils l'ont, et peut-être qu'eux ressentent aussi nos intentions, notre volonté.
Et ils ont, je pense, parce qu'ils ne se sont pas fait prier, hein. On est juste venus là un soir en tant qu'amis, boire l'apéro, manger du coup et dormir. Et on en a eu pour notre argent. Il faut voir tout ce qu'on a eu toute la soirée. Alors qu'on n'était pas là en tant que chasseur de fantômes. On était là en tant que curieux, curieux. Moi, j'entendais des choses dans la cuisine. On entendait des trucs complètement invraisemblables. On a vécu vraiment une soirée et une nuit invraisemblables. Alors peut-être qu'il y a de ça aussi. Oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, c'est ce cri-là en fait qui a fait que ça a scellé le fait que oui, il y a des choses qui se passent et qu'on ne comprend pas. Parce que moi, tu vois, moi toute seule, je me serais dit, bon, c'est bon, t'as halluciné, t'étais crevée, tu dors pas bien, donc voilà. Et en fait, quand il a été une heure à peu près décente pour qu'on puisse se lever et faire genre, oh Dieu, on dort bien chez vous, c'était chouette. Hein. Et aller au-devant de nos hôtes, je me suis tournée vers Nico et je lui ai dit, est-ce que tu as entendu? Juste ça, est-ce que tu as entendu cette nuit? Et il m'a répondu, le gros cri affreux. Et là, voilà. Et là, tu as compris, tu te dis, mais ok. Parce que j'ai eu la même démarche que Julie dans la nuit, c'est-à-dire que je l'ai entendu. J'ai essayé au maximum de ne pas sortir de mon sommeil, d'essayer de rester dans le sommeil un petit peu paradoxal, mais pour redescendre tout de suite, parce que sinon je savais que mon cerveau il allait gamberger. Et du coup, pareil, j'ai eu la même démarche, je n'ai rien dit. Je me suis tourné, j'ai essayé de souffler. Par chance, je me suis rendormi très vite. Et le lendemain matin, on a eu la même démarche aussi de confrontation de faits, et qui fait que du coup, tous les deux, on s'est dit, on n'a pas halluciné, on n'a pas rêvé. Et là, c'est quelque chose qui est quantifiable. C'est pas une impression, c'est quelque chose qu'on a entendu, mais de façon très claire et nette. Et on a entendu la même chose. Et la même chose. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, dans ces cas-là, on a vite tendance, le cerveau, il fait très bien son job tout seul, hein, il fait même plus que ce qu'on lui demande, et il crée parfois des choses incroyables. Hein. La puissance du cerveau est encore assez méconnue, mais plus on le découvre, plus on sait qu'il peut faire des choses vraiment dingues. Et c'est vrai que dans ces cas-là où on a envie, ou qu'on est dans un contexte où on se fait un peu peur, après, on devient parano. Hein. Moi, je sais que... pour avoir vécu des phénomènes comme ça, je suis plutôt habituée à ce genre de choses, mais il y a des fois, je fais ma flippette, mais pour un rien. Ouais, mais bon, enfin, voilà, enfin, franchement, quand on se confronte à ce genre de situation-là, parce que des fois, on a des remarques vraiment du genre, oh là là, mais pourquoi voilà, quand il y a eu ce bruit-là ou quoi, bon ben, ça nous est arrivé, hein, dans une enquête ou deux, de déguerpir un petit peu, parce que bon ben, la coupe était pleine finalement, on n'a pas forcément ressenti de danger, mais émotionnellement, voilà, c'était stop, fallait que ça cesse. Et c'est vrai qu'on a régulièrement, voilà, quand on réagit comme ça, des remarques. Oui, mais vous êtes venu pour chercher ça. Pourquoi vous êtes parti? Mais vivez-le. Mais Julie, voilà, c'est comme d'habitude. Faites-le vous-même, vous allez voir. Hein. Allez-y, les gars. Voilà, on vous donne une petite caméra. Flippette. Moi, j'ai envie de te dire, Camille, que voilà, quand tu es confronté à des choses qui ne sont pas censées exister parce qu'on te l'a rabâché depuis des dizaines d'années, non, puis on a chacun notre tolérance, en fait. Hein. Il y a des gens pour qui, voilà, il y a des vrais rock et puis ils vont y aller. Et voilà, on a aussi notre sensibilité et en fonction de ce qu'on connaît, de l'ambiance. On parlait tout à l'heure de savoir si c'est une peur ou un ressenti. Parce que quand c'est une peur qui peut être créée aussi par la tête, c'est différent de quand on ressent vraiment une menace. Et là, je pense que quand on ressent la menace, on ne fait pas long feu. On s'en va très très vite parce que malgré tout, on sent la différence. Alors moi, je voulais vous poser la question, Julie, Nico. Est-ce que, parce que je pense que des gens qui vont regarder cette émission, des spectateurs, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui pourraient nous raconter des choses qui leur est arrivé personnellement, parce que c'est toujours pareil. En meute, on sait se moquer, puis quand on prend les gens un par un, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à raconter et qui dit ça fait des années, j'avais personne à qui le dire. Mais bon, ça c'est comme ça. Est-ce que quelque part ce sentiment d'effroi, cette espèce de froid glacial qui nous saisit à ces moments-là, qui fait qu'on a les poils que si hérissent et qu'on se casse, est-ce que c'est pas simplement un phénomène physique qui fait qu'on est en train de croiser des choses qui ne doivent pas se croiser et que la physique fait que ça marche pas? Enfin, moi, je me pose la question des fois, est-ce que c'est pas simplement de la physique? Ouais, je pense qu'en fait, quand en fait on a ce recul là que tu as, on l'a quand on dérush les enregistrements. Je pense notamment à l'épisode
l'hôpital psychiatrique, où ça fait partie des enquêtes où on est parti vite fait. Parce qu'on a commencé, moi en tout cas plus fortement que mes acolytes. Pour moi, la situation dégénérait un peu, tu vois. Je commençais à sentir qu'on perdait le contrôle du truc. Les bruits, c'est comme si ça nous tournait autour. Il y avait des grincements. Enfin, c'est vraiment, l'expérience commençait à prendre une dimension assez impressionnante. Moi, j'ai été vraiment très impressionnée sur place par ce qui s'est passé. Et quand j'ai regardé après coup les rushs dans le cadre de la réalisation, voilà, de l'analyse de la vidéo, je me suis dit, mais bon, forcément, hein, tu n'es plus sur place, tu es tranquille, voilà, et tu es bien à t'être reposé. Et je me suis dit, en fait, on nous donnait une leçon avec l'application pratique. Et ma réaction a peut-être été un peu disproportionnée. Clairement, j'ai paniqué, alors que après coup, je me suis dit, non, en fait, on essayait de te faire apprendre quelque chose. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'était un peu d'humilité dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on demandait, parce qu'on en demandait toujours plus. En tout cas, c'est ce qu'on nous a fait passer comme message. Et finalement, voilà, c'était le meilleur des moyens pour nous faire passer ce message. Voilà, vous voulez de la manifestation, regardez. Et en fait, on est parti ventre à terre, quoi. Donc finalement, voilà, en revisionnant, non, c'était juste une leçon. Alors, d'ailleurs, vous m'avez envoyé des vidéos. Il y en a une sur l'hôpital psychiatrique. Alors, je vais essayer de la mettre voilà, pour que les gens puissent voir un petit peu ce que vous faites. Voilà. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci. Allez, encore un petit effort, s'il vous plaît. Vous y êtes arrivé une fois, vous pouvez le refaire, j'en suis sûr. D. E. M. A. N. D. E. Oh. Oh. Sympa les week-ends avec vous. Voilà, là, c'est pas que les poils, hein, c'est la larmichette. C'est ça. Moi, ça me fait halluciner. Il y a juste un petit contexte à remettre autour. Effectivement, là, on était dans un hôpital psychiatrique. C'était la deuxième nuit d'enquête. On a passé 2 nuits, c'était la deuxième nuit. Et il faut savoir que dans ce lieu, le lieu était sécurisé. Il n'y avait pas de fenêtres cassées, pas de courant d'air. Il y avait pas d'animaux, pas de personnes dans le lieu. Voilà, il était complètement contrôlé. Il était très très bien bouclé. Ultra contrôlé. Et c'est vrai que, de toute façon, on peut le dire, hein, c'était l'hôpital psychiatrique de Bourg-en-Bresse qui nous ont accueillis dans ce site qui était. Oui, c'est important de le dire. En transition, oui. C'est pas sauvage, hein, vous n'arrivez pas, vous cassez pas une porte pour rentrer dans un lieu et pour faire l'expérience. Hein, voilà. Non, mais c'est important de le dire parce que les gens pourraient se poser la question, effectivement. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc là, voilà, on a été sur ce lieu de tournage avec l'accord de la mairie de Bourg-en-Bresse. Et donc, ils avaient vraiment, comme les bâtiments étaient classés et qu'ils étaient à vocation d'être réhabilités pour faire des bureaux, etc., des bureaux, des appartements, tout avait été vraiment hyper bien conservé, hyper bien planché. Donc, ils avaient vraiment, les grandes fenêtres avaient été planchées pour préserver le lieu de toute entrée extérieure par des personnes qui n'avaient rien à faire sur le site. Et donc, on avait les clés. Et on avait la clé de la porte qui permettait d'entrer sur ce site. Et il n'y avait que ça comme entrée. Donc voilà, c'est vrai que c'était un site qui était hyper préservé et il n'y avait pas de courant d'air potentiel qui aurait pu faire. Et au-delà même, admettons qu'il y ait des courants d'air.
Là, il faut aussi parler de la statistique, de la probabilité que ça arrive pile à ce moment-là où je demande quelque chose, que sa marque demande à la planche et que ça arrive dans la foulée. Encore une fois, il y a quoi, il y a 3 secondes à peine. C'est minime, quoi. C'est minime. Donc, mais là, encore une fois, ce lieu était complètement sécurisé et au niveau de l'environnement, il était maîtrisé, peut-être pas à 100% parce qu'on ne peut pas maîtriser un environnement à 100%, mais en tout cas très 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 bien maîtrisé. Donc là, on n'explique pas du tout ce claquement de porte. Donc, quand vous partez comme ça sur des enquêtes, comment vous procédez? Vous avez quoi comme outil? Est-ce que vous avez un protocole? Comment ça se passe pour vous? On est sur place début d'après-midi généralement et tout l'après-midi est consacré au tournage alors de la visite, déjà la visite du lieu, parce qu'on a la chance de pouvoir investiguer très souvent dans des lieux qui sont vraiment chargés d'histoire, qui sont représentatifs de notre patrimoine. Et ça, nous, au sein de l'association, c'est quelque chose qu'on veut absolument mettre en lumière et qui est pour nous hyper important. Parce que c'est notre histoire avec un grand H. Et c'est, voilà, on s'estime être vraiment hyper chanceux d'avoir pu fouler du pied tous ces lieux perdus, souvent, malheureusement. Donc, on veut fixer leur beauté avant que un grand nombre d'entre eux décrépissent ou changent de destination, ouais. Voilà, comme l'hôpital psychiatrique de Bourg-en-Bresse. Et donc, il y a la visite, il y a aussi tous les tournages des plans d'illustration et des photographies qui vont nous servir à agrémenter nos réseaux, nos vidéos. Ça prend de plus en plus de temps parce que les vidéos sont de plus en plus professionnelles, on met en avant de plus en plus de choses, on sait faire de plus en plus de choses en termes de réalisation. Nicolas qui est en charge de la réalisation, donc on a des besoins, des exigences qui sont de plus en plus larges. Donc ça, c'est notre travail de l'après-midi. On est chargé comme des mulets. Du coup, dans le coffre, nous attend tout le matériel d'enquête. On se réserve ça dès que le soir tombe pour des raisons purement pratiques, parce que c'est beaucoup plus calme au niveau du bruit. Toute la frénésie de la vie humaine et retombe. Donc voilà, pour analyser ensuite des PVE potentiels, donc des sons potentiels. C'est vrai que si on a moins de parasites avec le klaxon, le scooter, le machin, c'est quand même pratique. On en revient à la maîtrise de l'environnement. Voilà, exactement. Donc là, le soir. D'ailleurs, on parle un peu mais moi j'ai un gros bug de micro là. Ouais, ça... Vous entendez ou pas que c'est de vie? Non, mais à ce moment-là, en fait. C'est ça qui est rigolo. Voilà, t'as vu? Je ne veux pas que vous exprimiez. Ouais, alors, Julie t'expliquait que vous installiez le matériel de prise de vue, de prise de son, mais plutôt en fin de journée au calme. Voilà, donc quand le calme arrive en début de soirée, on sort tout le matériel d'investigation qui s'est élargi d'année en année. On doit avoir maintenant, je crois, 5 ou 6 caméras infrarouges. Avec on n'a plus les micros associés parce qu'on a des bonnes prises de son maintenant. En matériel de mesure, c'est vraiment varié. Ça peut être des capteurs de température, de vibration, de champs électromagnétiques, d'électricité statique. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme matériel? Tu as à peu près fait le tour. Mais moi j'ai une petite question. J'ai une petite question au niveau du matériel. Est-ce que il y a une évolution constante du matériel? J'entends. Est-ce que en fonction des travaux des uns et des autres, certains matériels sont abandonnés, d'autres gagnent en légitimité? Comment ça se passe? Il y a une interaction, il y a une comment dire enfin, est-ce que les différentes structures qui sont sur ce domaine de recherche communiquent justement sur le matériel? Pas vraiment. C'est des secrets d'alcôve. D'accord. Chacun garde son petit tips. Donc, nous, on a fait évoluer notre matériel parce qu'on le teste beaucoup. Et en fait, de toute façon, il n'y a rien de mieux que l'expérience qui va pouvoir te faire dire que non, ce matériel-là, finalement, je pense qu'il est obsolète. Il nous induit en erreur ou c'est ça. De fait, on arrête de l'utiliser. Et puis, il y a aussi les informations qu'on glane, ce qui peut paraître étonnant, mais bien au travers de la Ouija.
au travers de nos séances de spiritisme. Là, tu touches quelque chose qui m'intéresse, effectivement. Ouais. Et en fait, oui, clairement, on a des indications sur comment placer le matériel, quel matériel privilégier. Donc, on se sert de ces informations-là. Alors, bien sûr, on reçoit ces informations et on les éprouve avant. C'est ça. On ne prend pas ça tout cuit, tu vois. Mais là, bien pour le coup, sûr, comme le faisait Alain Kardec, en fait. Mais voilà, exactement. Mais on va mettre en place, on va tester, faire des tests croisés, mettre en place ce qui nous a été délivré, s'éloigner un petit peu du conseil qui nous a été délivré, voir si ça fonctionne ou pas. Et donc... alors voilà, c'est pas avec les collègues qu'on avance, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de coopération sur la méthodologie, en tout cas avec les collègues. Ça fait une transversalité de plus avec l'ufologie, les amis. Voilà. Si besoin était. Voilà, donc oui, clairement on avance seul. En tout cas, c'est pas être imbu de nous-mêmes de dire que nous, en tout cas, on a avancé au travers uniquement de nos expérimentations, nos déductions et les informations qu'on a réussi à glaner. Mais c'est pour ça que aussi de notre côté, quand on partage nos résultats, on dit bien aux gens que ce ne sont pas des vérités, ce sont le résultat de nos expérimentations. Voilà. On est bien d'accord. Qui pourrait ne pas être similaire à d'autres collègues et qui utiliseraient d'autres protocoles d'expérimentation, par exemple. On est bien d'accord. Et justement, alors, de ma question justement des interactions, en tout cas avec les différents groupes, ce qui serait intéressant justement, et je te rejoins Nico, c'est que si un groupe découvre quelque chose d'intéressant sur un lieu, c'est vrai, enfin, on pourrait se dire que ce serait bien qu'un autre groupe, avec des méthodes peut-être un petit peu différentes, duplique pour voir ce que eux trouveraient, pour voir qu'est-ce qui serait concordant et qu'est-ce qui le serait pas, en fait. Complètement. Ce serait intéressant à faire et c'est ce qu'il faudrait faire. Après, le souci, c'est que tu vois, dans ta proposition, il y a l'ego qui tient une part importante. C'est-à-dire que quelque part, le fait d'avoir une deuxième équipe qui revient sur les pas de la première, comment tu vas expliquer que non, on vous jure, c'est pas pour remettre en cause le travail qui a déjà été effectué. Certains. Là, il faudrait une confiance maximum, quoi. Ouais. En fait, certains vont voir l'aspect technique protocolaire qui est hyper intéressante et qui va permettre d'avoir des informations de plus qui seront hyper solides en plus. Et d'autres vont se dire oui, non, mais attends, ils se prennent pour qui? C'est bon, ils veulent vérifier, savoir si j'ai fait du fake ou pas. Enfin, très vite, ça peut prendre des proportions désagréables. Écoutez, moi, je vous admets que je plaide pour une structure type Mystery Machine, mais transversalité totale, équipe duale, mais duale dans le sens où constructif, c'est-à-dire pas de dire je suis meilleur que toi ou ma conception est meilleure que la tienne, mais bon, tu as trouvé quelque chose, on va essayer de le forger aussi. Voilà, bon, ça c'est. Je pense qu'aujourd'hui, le domaine, mais on va dire parascientifique dans ce qu'on entend, à savoir ufologique, fantôme, ce que vous voulez, je pense que le sujet est pas mûr. Et quand je dis le sujet, c'est les gens qui l'étudient dans leur globalité qui manquent un petit peu de maturité. Justement, aussi là-dessus parce que je pense que vous savez que dans tous ces domaines-là, il y a comme tu disais Julie, l'ego prend une part au final assez importante malgré tout, plus que ce qu'on croit, parce que comme on parlait tout à l'heure, parfois le cerveau lui-même nous joue des tours, parce que c'est des phénomènes, là quand on parlait tout à l'heure de la peur, c'est physique, hein, je veux dire, on nous crée aussi des choses pour nous dire en fait il faut que tu t'en ailles, voilà, c'est le cerveau qui nous dit ça. Mais il y a aussi cette part d'ego qui prend une place parfois importante, et on sait très bien que dans ce domaine-là, les guéguerres entre personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord, etc. Et moi, j'ai raison, ça met parfois un contexte qui est défavorable à cette recherche-là, comme on disait tout à l'heure au début de l'émission. Et c'est vrai qu'en fait, peut-être que ces protocoles-là, comme faisait Kardec au départ, ça limitait cet ego en disant, voilà, tout le monde a le même protocole, on suit tous et on voit ce qu'on a. Voilà, c'est peut-être une piste, hein, peut-être que ça n'a strictement rien à voir, mais je pense que, comme vous, il faut faire attention
avec qui parfois on peut travailler par rapport aux crises d'ego qui peuvent altérer le travail. Ou les manifestations, parce que là, pour le coup, c'est pas juste les personnes avec qui on travaille, en fait, pas les personnes physiques, mais voilà, il y a ces autres personnes, voilà, comme certains sociologues les appellent les autres, qui ont leur propre caractère, qui ont leur propre façon de fonctionner aussi, et leur sensibilité par rapport aux personnes qui vont être présentes dans la salle. C'est vrai. Du coup, c'est vrai que ça amènerait un complément d'information important. Mais c'est vrai que... Julie et Nico, je vais vous dire les choses. On parle d'ego, mais est-ce que... On t'écoute. Non, mais c'est important parce que c'est une vraie question, parce que moi, souvent, on me dit que j'ai un melon, enfin, Jean-Pierre Petit qui avait dit que je passais pas les portes tellement j'avais du melon. Mais est-ce qu'on n'est pas obligé... Non, mais est-ce qu'on n'est pas obligé quand même, quand on se met devant une caméra, quand on dit aux autres, je vais partager mes recherches, il faut un peu d'ego quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas totalement négatif non plus. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Nico. Oui, Oui, non, bien sûr. À partir du moment où on se met en avant dans quelques domaines que ce soit, effectivement, il y a toujours une part d'ego, mais il faut que cet ego soit maîtrisé, je pense. C'est ça. Et c'est là où c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a la visibilité, les réseaux qui prennent une part très importante aujourd'hui dans le partage des expérimentations. Et indirectement, la crédibilité de ton travail. Tu as beaucoup de viewers, tu fais un travail reconnu. Ça, c'est exactement. Un c'est très révélateur ce que vient de dire Julie, parce qu'effectivement, nous, on pratique le spiritisme depuis 5 ans maintenant, mais c'est pas nous qui avons choisi le spiritisme, c'est lui qui nous a choisi. Pendant 2 ans de pratique Ouija, on n'apportait aucune crédibilité réelle à cet outil. On n'avait pas de résultats probants. On n'avait pas de résultats probants. Pour nous, c'était expliqué par la théorie des phénomènes idéomoteurs du cerveau. Et du coup, voilà, on n'attachait vraiment pas d'importance à cet outil. Jusqu'à un moment où on a eu une espèce de virage qui s'est opéré au travers la planche Ouija, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Ça y est, ça c'est moi. Non, mais effectivement, mais c'est vrai que cette question de l'ego, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, sur votre chaîne YouTube, vous avez 20 000 followers. C'est pas rien. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que votre parole porte. Ça veut dire que la moindre vidéo va être vue un nombre de fois conséquent. Enfin, voilà. Donc, il faut quand même oser se mettre devant une caméra et dire je vais vous dire des choses et puis j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, quoi. C'est ça. Mais même si on met toute la meilleure volonté avec les bons protocoles qui vont avec, etc., nous n'ayant que 25 000 followers, quelqu'un qui en a 10 fois plus que nous, qui va faire le même genre d'expérimentation, c'est-à-dire que il y aura peut-être aussi un protocole qui sera derrière, etc., mais il va avoir des résultats qui seront différents des nôtres puisque les protocoles ne sont pas exactement les mêmes. Forcément, il y aura des différences de résultats. Eh bien, son résultat à cette personne qui a plus de followers sera plus valorisé aux yeux du viewer que les nôtres parce que nous sommes moins reconnus puisqu'on a moins de followers. Voilà. C'est vrai que c'est un biais, voilà, c'est le biais des réseaux, clairement, c'est la quantité d'abonnés qui fait la crédibilité du travail. Mais après, là où quelque part on se distingue un petit peu de ça, c'est que nous, notre chaîne YouTube, c'est pas notre métier. On n'en vit pas. On n'est pas une entreprise, on est une association. Et finalement, là où on arrive à bien se détacher de ça et à se détacher quelque part un petit peu de notre ego, c'est qu'on a chacun des vies professionnelles voilà, qui se passent très bien. Et nous, on veut que cette association, enfin ces enquêtes, tout ce travail, parce que c'est vrai que ça prend quand même une ampleur qui peut être qualifiée de travail, mais oui, on est d'accord. Voilà. Ouais, merci. Oui, je confirme. On veut que ça rime avec bon temps. Voilà, on veut passer du bon temps. C'est-à-dire qu'on veut étancher notre soif de curiosité, on veut étancher notre soif de passer des bons moments les uns avec les autres, étancher notre soif de voir du patrimoine. Et en fait, c'est ça, notre moteur, c'est ça. Et ce sera jamais sortir la vidéo. En fait, la différence, elle n'est pas énorme, mais je pense qu'elle est importante et en tout cas, il faut le dire, quoi. Nous, c'est du partage. De toute façon, s'il n'y avait pas, cette chaîne, on continuerait à faire du spiritisme, on continuerait à s'interroger et aller chercher, aller gratter dans les coins, voir s'il y a des trucs qui se contredisent ou pas.
Après, voilà, je pense qu'elle est là la différence. C'est que même si on n'avait pas notre chaîne, cette soif de curiosité qu'on a et cette envie d'aller gratter l'info, d'aller comprendre, ce serait encore là. C'est quelque chose qui est présent au départ chez nous et qui y est encore, quoi. C'est très intéressant parce que je pense que vous avez le même problème. Souvent, des gens nous disent oui, mais vous devriez faire ça comme ci, ça comme ça, vous auriez plus de gens, plus de. Et souvent, j'ai envie de répondre, mais t'as pas compris que c'est pas une course. Voilà, on ferait pas ça. On ferait de la télé-réalité, on ferait de la chanson, voilà. On ferait du. Non, mais on ferait autre chose, quoi, si on voulait être populaire, oui, quoi. On ferait du lifestyle. Ben voilà, on ferait autre chose, quoi. Voilà. Pour moi, il y a une dimension qui est différente, c'est l'intention de pourquoi on fait ça. On ne fait pas ça. Nous, on le répète tout le temps avec Maybe Planet, c'est que nous aussi, on a nos métiers à côté. Ce n'est pas notre boulot de faire Maybe Planet. Il n'y a pas de système économique autour de Maybe Planet. C'est une association. On est bénévole. On ne retire strictement rien de ce qu'on fait là aujourd'hui. Ça s'arrête demain. À part gagner du temps dans nos vies personnelles, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, parce qu'on continuera effectivement à s'intéresser au sujet. Et je pense que la motivation dans tout ça, c'est effectivement cette intention de pourquoi on le fait. On ne le fait pas pour chercher à être reconnu, on ne le fait pas non plus pour chercher à gagner de l'argent, c'est pas du tout le but, mais on cherche parce qu'on est des passionnés, parce qu'on cherche des informations et parce qu'on a envie de le partager avec des gens et de se dire, voilà, moi j'ai travaillé là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? J'ai trouvé ça, je trouve ça génial, donne-moi ton avis. Ah, mais toi, tu as travaillé là-dessus, c'était super intéressant. Et effectivement, en mettant en corrélation, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, ça ouvre les portes vers une nouvelle recherche. Et l'intention qu'il y a derrière chaque chose, donc que ce soit là, nous, ce qu'on fait avec nos chaînes et nos associations respectives, ou même vous, quand vous allez dans certains lieux, je pense qu'il y a une certaine différence quand voilà, on a l'intention, comme on disait, d'aller se faire peur, ou une intention de questionner cet au-delà, ces autres avec qui on peut voilà, faire tomber le rideau et se confronter de temps en temps. Il y a une différence, je pense, à la façon dont on va traiter le sujet et comment on va le vivre. Ça se répercute sur le résultat de ces expériences. Ouais. Je pense que c'est parce que souvent on nous demande, on nous dit mais vous êtes les seuls chasseurs de fantômes à avoir des résultats comme ça à la Ouija, comment ça se fait, comment vous expliquez ça? On n'explique pas déjà, on n'explique pas parce que la Ouija, même si en effet on l'a utilisée dès le départ, dès notre première enquête, on l'a utilisée pendant de nombreuses années, 2 ans, un peu plus de 2 ans sans qu'il y ait de résultats probants, sans qu'on y croie. Alors certes, il y avait des déplacements au niveau de la goutte qui étaient quand même intéressants quand elle se retourne complètement. Enfin, il y avait des mouvements qui nous semblaient, c'est vrai, suspects, mais les informations qui ressortaient pouvaient tout à fait être explicables par l'expression du subconscient, tout simplement. Donc, on a persévérer, en fait, c'est ça la différence. Persévérer, et au bout d'un moment, il y a eu ce déclic. Et donc, du coup, pourquoi les autres n'ont pas ce genre de résultat? Je ne sais pas, peut-être que, est-ce que c'est la course à quelque chose de sensationnel? Alors voilà, nous, pendant 2 ans, la Ouija, ça n'a pas du tout été sensationnel, mais on a continué quand même. C'est peut-être l'une des pistes qui peut expliquer le pourquoi nous, on a ce genre de truc et pas les autres. Après, moi, j'aime bien préciser que, certes, nous, en tant que chasseurs de fantômes, on est ceux qui avons les résultats, en tout cas de ce qu'on nous dit, les plus intrigants, mais il y a d'autres cercles spirites qui ont ce même genre de résultats, qui sont et même bien au-delà de ce que nous, on peut en ressortir. Justement, quand on dit résultats, moi, j'entends information. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Michio Kaku. Michio Kaku, c'est un astrophysicien américain. Ses parents étaient japonais. On le voit dans quelques émissions. Et Michio Kaku a souvent tendance à dire aux abductés, alors c'est un autre domaine, mais il a tendance à dire aux abductés, la prochaine fois que vous vous faites embarquer, volez quelque chose. Un trombone, ce que vous voulez, mais volez quelque chose pour qu'on ait de la matière à étudier. Et pour moi, c'est la même chose. Quel type d'informations on arrive aujourd'hui à obtenir avec ces Ouija ou autres? La question, elle est simple. Est-ce qu'on serait en mesure d'obtenir des informations qui rendraient la chose totalement inattaquable? C'est compliqué comme question.
Je pense que c'est pas trop l'information, mais c'est les résultats croisés. Enfin, en fait, quand on demande une manifestation physique à la Ouija et qu'on a que ça se produit quand on demande l'activation d'un appareil et que cet appareil se met à fonctionner, à sonner. Ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là, par exemple, Camille, si tu veux bien mettre la vidéo du sanatorium Delirium, Nuit 2. Nuit 2, enfin, tu dois avoir ça normalement. Ouais. Là, techniquement, on est typiquement dans quelque chose qui, pour moi, là, est vraiment extraordinaire et qui n'a pas spécialement d'explication, dans le sens où, là, on est toujours pareil, en train de faire une séance de spiritisme. Et là, je demande l'activation de cet appareil. C'est celle-ci, hein, c'est celle-ci, ouais. Voilà. Je vous laisse regarder, puis on voit après, à ce moment-là. E, S, S, A, Y, R, oh, c'est éteint. Oh là là. Donc là, on a vraiment beaucoup de choses qui arrivent quasiment en même temps. Au moment où je demande justement si le contact avec lequel on est en train de discuter via la planche peut se rapprocher de l'appareil avec les antennes. Donc, il marque qu'il va essayer. Il est parti essayer, ouais. Il est parti essayer. Et au même moment, donc, cet appareil s'active. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un plan fixe qui montre qu'il n'y a effectivement rien de physique qui s'approche de cette antenne. Sachant que pour information, cet appareil-là, en fait, a une antenne qui génère son propre champ électromagnétique. Et lorsque ce champ électromagnétique est perturbé, l'appareil se met tout simplement à sonner. D'accord. Mais au-delà. Okay. Voilà. Oui, donc la sonnerie qu'on entend, c'est la sonnerie d'un appareil. Hein. C'est la sonnerie de l'appareil qui est dans le couloir. Ça signifie qu'il y a perturbation du champ électromagnétique généré par l'appareil. Et tu vois, l'antenne est ici et c'est hyper proche. Il faut vraiment être dans cette proximité-là. Voilà, à peu près, tu as un champ d'action qui est large comme ça autour de l'antenne. C'est ce que tu as à côté de ta main, Nicolas, c'est ça? Alors attends, je remets le plan. C'est ça en fait. C'est cet appareil-là qui est dans le couloir tout seul. Ça, c'est d'accord, autre chose qui est sur la table. Ouais, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. D'accord. Donc ça, voilà. C'est l'appareil justement qui est juste au-dessus avec l'antenne qui est un petit peu que l'on a mis un petit peu de biais. Et donc du coup, mais au-delà du fait qu'il s'active, il va s'éteindre, se rallumer, puis se rééteindre. Là, j'ai envoyé ce rush vidéo à la personne qui confectionne, c'est un technicien qui confectionne ce genre d'appareil. Il m'a dit qu'il n'avait absolument jamais vu ça et que pour lui, c'était excessivement probant. Il n'a pas d'explication. Et en plus de ça, on a une espèce de claquement qui retentit dans la pièce à côté. Donc là, on a tout un ensemble de choses qui fait que, pour nous, on trouve qu'il y a un lien. Il y a forcément un lien entre tous ces événements qui ont lieu quasiment simultanément. Donc là, pour nous, ce qui a été filmé là, c'est extrêmement probant. En termes de synchronicité, c'est vrai que voilà, quelle est la proba pour que on demande via la planche de se rapprocher de l'appareil qui est dans le couloir, pour que cet appareil se déclenche, qu'il y ait un claquement dans la pièce d'à côté, et tout ça dans le laps de temps dans lequel on a demandé à ce que ça se fasse. Alors, j'aimerais revenir. C'est même pas dans les mêmes pièces en fait. J'aimerais revenir parce que là, on parle de l'action qui est demandée, mais concrètement, est-ce que vous arrivez à identifier à qui vous la demandez? Alors, on a posé des questions effectivement sur. Alors là, on est sur un niveau. Attention, on est quand même sur d'après la philosophie Kardec, on est sur des êtres assez élevés en termes d'évolution pour pouvoir effectuer ce genre de manifestation. Donc, on s'est aperçu avec l'expérience qu'il y avait sur certaines conversations qui se répétaient en fait avec le même genre de vocabulaire, la même démarche, la même volonté de leur part de vouloir nous enseigner des choses. Le même type de conversation aussi. Alors, ma question en fait, c'est est-ce que dans votre protocole, vous commencez en essayant d'identifier ce qui est là en fait?
Ou c'est compliqué? Est-ce que c'est fiable ou pas? Ouais. En fait, comment est-ce que je pourrais... On s'est rendu compte, on avait le réflexe de toujours demander un prénom. Tu vois, quand on avait par le exemple, contact qui commençait à se faire, on s'est, en tout cas avec ce type de contact-là, on s'est très vite rendu compte que le prénom, c'est pas hors sujet, quoi. Ouais, ils savaient pas ce que c'était qu'un prénom, limite, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Bah, en fait, c'est... Je me rappelle, tiens, on a une vidéo là qui est en ligne oui, si, c'est celle qui est en VOD. On dit, au début du contact, on demande qui êtes-vous, je crois. Enfin, voilà, on demande l'identité et on nous répond, est-ce vraiment important? Voilà, ok. Ouais, c'est ce que je voulais savoir, effectivement. Voilà, ouais. Oui, du coup, bon, donc l'identité, en fait, c'est pareil, c'est un concept qui est vraiment hyper humain, quoi, finalement, l'identité. On est d'accord. Avec quoi on identifie que c'est le même type de contact, que les énergies avec lesquelles on discute, voilà, on arrive, on se dit, ah bah tiens, ça c'est bon, ça, on a compris, là, ça c'est ce contact-là. Mais quand on essaye, bon alors les prénoms c'est mort, hein, c'est pas la peine, mais quand on essaye de leur demander s'ils sont, je crois qu'on a posé des questions, notamment lors de cette enquête-là au sanatorium Delirium, est-ce que vous êtes physiquement quelque part? Tu vois, des trucs précis comme ça. C'est intéressant, les réponses sont assez laconiques, en fait. C'est imagé et c'est, tiens, je te donne ça, et puis bon, ben, il manque la moitié de la phrase, donc il faut que tu réfléchisses par toi-même. Ouais, ou alors tout simplement, notre vocabulaire n'existe pas pour définir la chose. Enfin, attention, là, c'est des suppositions, hein, encore une fois. Ça pourrait... C'est vrai on y a pensé. D'après Kardec, en fait, ils utilisent notre vocabulaire, notre propre vocabulaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les années vont passer, notre vocabulaire va s'enrichir et donc les communications vont s'en trouver enrichies également. Et donc, j'ai envie de te dire que si toi-même tu es limité ou si tu te limites, eh ben, tu auras des réponses limitées. Et peut-être que c'est ça aussi, hein, la progression qu'on a. Ouais, je vous promets, le jour où on fait un truc ensemble, la première chose que je leur demande, c'est bon, parce que, alors, ce que je veux dire par là, c'est là où la transversalité peut être intéressante, effectivement, c'est de rajouter des domaines de recherche. Moi, c'est ça que je rêve, en fait, c'est d'une super ligue de chercheurs où chacun a sa spécialité et qu'on arrive à faire des transversalités. Moi, c'est vrai que si j'ai une planche de Ouija, la première chose que je demande, c'est d'où tu viens, est-ce qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs, enfin voilà, toutes ces choses-là, quoi. On nous a répondu, on nous a répondu, plus le temps passe et nous nous éloignons. Ce qui correspond à l'astrophysique, hein, puisque on sait aujourd'hui que les galaxies se déplacent les unes par rapport aux autres. Hein. Enfin, pas complètement idiot comme. C'est que des réponses comme ça, c'est pas net, mais ça t'amène sur des pistes de réflexion, des pistes à exploiter en fait. Ça va dans ce sens-là en tout cas. Alors, toutes les réponses qu'on a pu avoir, ça va dans ce sens-là. Là, j'invite ceux qui nous regardent à découvrir votre chaîne s'ils veulent voir un peu plus de vos expériences. On aura l'occasion de, je pense, refaire une émission ensemble. Mais je voudrais vous poser la question parce que à la fin du documentaire sur Alan Kardec, j'ai bien aimé la toute fin où justement chaque personne va parler de ce que ça lui a apporté de faire ces recherches-là ou de travailler avec le spiritisme. Et j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous enrichit? Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que ça a apporté de plus dans votre vie de pratiquer le spiritisme et de faire toutes les enquêtes que vous faites? Alors là, je pense qu'on n'a pas la même réponse, Julie et moi. Donc, je vais te laisser commencer. Tiens. Ah bah non, j'attendais que tu commences. Ah bon, d'accord. Bon, je vais commencer. Alors, honneur aux hommes quand ça les arrange. Hein. C'est ça. Voilà. Je confirme. Du coup, je dirais, en ce qui me concerne moi personnellement, depuis que je pratique, je me suis découvert une extrême sensibilité. Qui prend le pas sur ma vie au quotidien. Alors, c'est une sensibilité vraiment à fleur de peau pour tout ce qui m'entoure en réalité. Au-delà de ça, j'essaie de pas trop non plus faire en sorte que ces expériences guident ma vie complètement. Je veux quand même garder mon esprit critique. Bien sûr, toutes ces expériences, elles ont un impact sur moi. De toute façon, je le ressens, je le sais.
mais si ce n'est que j'ai de plus en plus d'attrait pour ce monde-là au détriment du monde dans lequel je vis physiquement actuellement. C'est le risque, ouais. C'est le risque. Voilà. Et clairement, moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Alors, heureusement, j'ai toujours ce garde-fou qui fait que si effectivement je me laisse aller, je vais m'enfermer au milieu des bois et puis je vais faire du spiritisme toute la journée. Mais voilà, c'est pas le but. Il faut on est quand même dans une société où il faut qu'on vive avec les règles qui sont imposées par celle-ci. C'est difficile. Une fois qu'on a mis le nez dedans, qu'on sait qu'il y a un savoir, il y a énormément de choses qui sont à notre portée, limitée bien sûr, mais malgré tout à notre portée, et on s'y intéresse beaucoup, ça peut devenir très addictif, ce genre d'expérimentation. Donc il faut quand même se méfier. C'est le problème de l'ermite. C'est le problème de l'ermite après, c'est-à-dire se retirer de la société pour ne vivre que dans ses recherches et dans ce monde différent. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est un vrai risque quand même. Et ça, il faut prévenir les gens. Si vous commencez à mettre le doigt dedans, attention, ne perdez pas pied et restez les pieds justement dans le monde d'aujourd'hui parce que ça va vite. Ça va vite. Alors bon, nous, ça va. De toute façon, les contacts qu'on a sont toujours très bienveillants parce qu'aussi, encore une fois, je pense qu'on a la bonne intention derrière. Mais voilà, au-delà de ça, il faut quand même essayer de faire attention et garder les pieds sur terre, encore une fois. Essayer au maximum de rester ancré. Voilà, pour moi. Moi, je dirais un recul sur ce qui est important et ce qui l'est moins. Moi, je suis une grosse stressée, donc tu vois, c'est dans ma tête là, tout, tu vois, c'est comme un jeu d'échecs permanent. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je vais dire, ok, je vais analyser le truc et je vais me dire, alors du coup, si je prends réponse A, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça, 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 ça et ça. Si je prends réponse B, il va falloir que je fasse ça, 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 ça et ça. Enfin bon, je vais passer pour une psychopathe, mais c'est voilà. Et en fait, du coup, oui, le recul sur ma manière d'appréhender les choses. Tu te laisses plus facilement porter, on va dire. Ouais, j'essaye. Voilà, je me suis rendu compte que lâcher du lest un petit peu, c'était plutôt pas mal. Et remettre les choses à sa place, à chaque chose à son importance, sa place. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, et cette, voilà, c'est pareil, le sentiment de. Après, bon, moi, j'ai un métier scientifique, tu vois. Je travaille en laboratoire de recherche. Et justement, ce que ça m'a apporté, c'est de pouvoir, on rejoint la transversalité, mais appliquer mon esprit scientifique à quelque chose qui, a priori, l'est pas du tout. Et c'est une grande satisfaction aussi. Ouais. Et de voir que ça porte ses fruits, c'est aussi super galvanisant, quoi. C'est hyper intéressant. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, parce que voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins aimé cette fin-là, parce que chacun retire quelque chose de très particulier à toutes ces expériences-là. Et je trouve ça beau et très intéressant de voir. Enfin, on est tous touchés par quelque chose, mais c'est de voir par quoi et quelle ampleur ça a dans notre vie, en fait. Donc, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ces témoignages avec nous. Et je suis vraiment très, très contente d'avoir pu faire cette émission-là avec vous deux. Et j'espère que c'est la première de quelques-unes qui arriveront après. Et pourquoi pas d'expériences tous ensemble. Je suis toujours très sympathique. C'est écrit, elles vont avoir lieu, c'est évident. Et je pense qu'on en sortira des choses ébouriffantes, c'est certain. Mais elles se feront quand elles devront se faire. Encore une fois, tu vois, c'est un peu ce que tu disais, de se laisser porter et de ne pas essayer de tout faire rentrer dans des cercles, effectivement. Enfin, c'est mon intime conviction. L'avenir nous dira si j'avais raison ou pas. C'est ça. Donc, en tout cas, voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous invite à découvrir leur chaîne. J'aurai tout mis en barre de description. Voilà, comme ça, vous allez aller passer, je pense, de bons moments sur cette chaîne. On espère. C'est ça. À pas regarder trop tard pour essayer de bien dormir quand même. Ouais, bah voilà, c'est ça. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à ça. Effectivement, c'est au niveau du programme qu'on produit sur YouTube, il y a quand même, malgré tout, une dimension un petit peu divertissement.
Bien sûr. En place, forcément. Bien sûr. Parce que il faut aussi remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Nous, quand on y va, on passe quasiment 12 heures dans un même lieu. Facile. Très, très facile. Et on passe quasiment tout notre temps à attendre. On Oui. provoque, on attend. On provoque, on attend. On fait des tests, ça marche pas. On refait des tests ailleurs, ça marche pas. On teste autre chose, ça marche pas. Voilà. Ah, dis donc, il s'est passé un truc. Donc voilà, du coup, il y a dans ce qu'on fait, dans nos expérimentations, il y a au moins 90% d'attente. Donc, bien sûr, on ne peut pas, même une fois qu'on a dérushé les 12 heures en 1h30, mettre ça comme ça et dire, voilà ce qui se passe sur le terrain. Non, ce ne serait pas intéressant, ce serait barbant, ce serait ennuyeux, tout ce qu'on veut. Donc, du coup, il a fallu, moi, au niveau de la réalisation, que j'essaye d'agrémenter un petit peu le rendu final pour que ce soit intéressant à regarder. Et effectivement, c'est un débat que j'ai avec d'autres spirites sur la forme de notre programme. Oui, mais bon, sur la forme, le format proposé est divertissement, et divertissant et sous forme de divertissement. Voilà. Oui, mais le fond du travail est informatif. Le fond est là. Mais après, il a fallu, moi, que je prenne une forme un petit peu attractive pour montrer aux gens que, il se passe des choses. Mais la réalité du terrain, elle est malgré tout différente quand même. Même s'il y a des fois, il y a une petite musique un petit peu angoissante qui arrive, etc. Nous, sur le moment, bien sûr, on ne l'a pas. Mais il faut aussi qu'on essaie de retranscrire ce qu'on a vécu sur le moment. Et c'est là où le sound design vient un petit peu agrémenter et faire passer l'émotion au travers l'écran. Mais on va se dire les choses, Nico. On te l'a reproché ou pas, au final? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, on te reproche de faire des choses plus sexy que... Voilà, enfin, à la rigueur, c'est ce qu'on te reproche, quoi. C'est pas grave, ça. Quelque part, en fait, oui, mais pour certains, ça fourvoie le message. Ah, on est d'accord, oui. Disons qu'il y a du bon dans le spiritisme. Il y a du bon, il y a de la bienveillance, il y a plein de choses. Et ça, effectivement, ça ne transparaît pas toujours autant que ce qu'il faudrait. Parce que les gens, on ne va pas se mentir, ceux qui regardent les chasseurs de fantômes, ils n'ont pas envie, ils ont envie de se faire peur, ils ont envie de frissonner dans leur canapé, quoi. Ils ont envie de ressentir des émotions. Et même si, effectivement, je passe toujours au final par quelque chose de bienveillant, avec la petite musique aussi, au piano qui va bien, avec le petit texte un petit peu larmoyant qui va bien aussi, parce qu'il faut aussi expliquer aussi notre état d'esprit à nous. Oui, mais c'est un équilibre. Mais c'est un équilibre. Et alors, effectivement, ne vous arrêtez pas sur la forme si jamais, effectivement, vous trouvez que ça fait peut-être un petit peu trop... je comprends ce que tu veux dire, Nico, mais je pense que tu as raison dans ce que tu fais. C'est toujours plus sympa quand une émission, quand il y a un fond... Enfin, c'est comme tout. C'est pas parce qu'un plat est bon qu'il doit être moche. Au contraire, si ça peut être bon et beau, c'est très bien. Non, mais voilà. C'est pas parce que c'est moche que c'est pas bon non plus. Je veux dire, je suis désolé, mais tu vas dans un resto, si déjà c'est beau, ça te donne encore plus envie de manger et tu apprécieras encore plus si c'est bon. Mais ça n'a rien à voir, quoi. Il n'y a pas de copyright là-dessus, c'est bon, on va pouvoir la réutiliser. Si. Attends, je suis en train de le taper là. Non, mais voilà. Mais c'est un vrai débat, ça. Est-ce qu'il faut que ce soit abrupt, rugueux, difficile d'appréhension pour que ce soit juste? Je pense pas. Pas aujourd'hui, pas dans nos sociétés. Voilà, je le dis. Et je suis tout à fait d'accord avec ta démarche de rendre la chose plus agréable à regarder. On est d'accord là-dessus. Voilà. Après, c'est comme on disait tout à l'heure par rapport à l'ego, c'est que aujourd'hui, malgré tout, on est dans un monde où ce qu'on voit en premier, c'est l'image. Et c'est ça, donc il faut attirer l'œil parce que sinon on n'est pas regardé. Et c'est pas ne pas être regardé parce que, on est gêné parce que notre ego ceci, cela, mais on n'est pas regardé, donc on ne peut pas partager cette information. Et c'est ça la problématique. Donc, il y a un moment donné, on est obligé de faire quelque chose d'un peu aguicheur, quelque part, pour pouvoir attirer les gens à dire, bon, voilà, moi, je travaille là-dessus, j'ai envie de partager ça avec vous, mais ça tombe, ce sera jamais vu par personne. Donc, en fait, il faut quand même que c'est pas aguicheur. Un peu sympa. Et j'ai perdu la fin de ma phrase. Mais... Le matin, on se regarde dans une classe avant de sortir, c'est pareil, tu vois, je veux dire, c'est normal. On fait attention quand même à ce qu'on... Moi, c'est une critique qui, pour moi, n'en est pas. C'est de l'aigreur, c'est de la jalousie, c'est de dire, putain, mais tu réussis à faire ce que j'arrive pas à faire, donc au final, je marronne. Voilà. Enfin, moi, je l'analyse comme ça, quoi, un petit peu. Après, c'est pour ça aussi que je vous ai posé cette question-là, de savoir
qu'est-ce que ça vous apporte pour vous? C'est qu'il y a une autre dimension. Il y a tout le travail qu'on va produire parce qu'on a envie de partager l'information et qu'on a on a aussi envie d'inviter les gens à aller chercher un petit peu plus sur le sujet. C'est pas forcément que ce que nous on va produire, mais c'est de dire, bah voilà, on a cette vitrine-là, mais si vous avez envie d'aller chercher un peu plus sur le sujet ou même complètement ailleurs, mais allez-y, le but c'est de faire une porte d'entrée pour un peu tous ces sujets-là. Mais c'est que derrière tout ce qu'on produit, on est des humains et on a des ressentis, on a nos expériences et voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que derrière la production, chercher un peu à comprendre qui sont les personnes, qu'est-ce qu'ils vivent et voilà, on peut découvrir encore une autre facette du travail. Et quel est le message en fait? Au-delà du format, quel est le message proposé? Et c'est ça en fait l'essentiel, c'est juste retenir le fond du message en passant par ce biais de mise en valeur du travail finalement. Pour moi, enfin, mon point de vue, c'est que c'est ni plus ni moins que de la mise en valeur du travail on est bien d'accord. De façon à faire en sorte que ce soit plus accessible au plus grand nombre, pour que le message y passe. Voilà, tout dépend du point de vue. Mise en valeur pour certains, mise en scène pour d'autres. Eh ben, c'est une bonne question et j'invite tous les gens à donner leur avis en commentaire parce que ça nous intéresse. Ça nous fera une petite étude sociologique et ça, je pense que ça peut faire avancer les choses aussi. Si vous avez voilà, des idées aussi de mise en scène ou de comment on devrait traiter ces sujets-là aujourd'hui, je pense que c'est une véritable question pour tous ceux qui sont dans ce type de recherche. Comment on fait déjà pour discuter de ça avec d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine? Comment on fait quelque part pour vendre ce qu'on fait dans le sens où mettre en avant, de dire, bon, bah voilà, nous, on fait de l'UFO depuis des années, on n'est pas des fous à croire que les extraterrestres vont débarquer demain. Voilà, comment on fait pour en parler sereinement en disant, bah voilà, il y a des recherches scientifiques qui sont faites sur le sujet. Donc, bah voilà, moi, je pense que c'est un bon sujet à traiter. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut traiter tous ces sujets-là, que ce soit ufologie, parascience, peu importe, tout est vaste et de toute façon, tout se rassemble à un moment donné par quelque chose. Donc, je pense que ça peut faire avancer les choses, de savoir comment traiter le sujet. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à vous deux et je pense qu'on va encore avoir pas mal de choses à dire tous ensemble. C'est que le début. Donc, voilà, ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir et j'espère à la prochaine. Ouais. Pascal? On espère à très vite, ouais, parce qu'on a plein de trucs à raconter toujours, tu sais. Ah, super. Pascal, un petit mot pour la fin? Non, moi, je suis intimement convaincu, effectivement, qu'il y a une vraie transversalité à mettre en place. Voilà. Je me rends compte qu'on a vraiment des valeurs communes, une vision commune, et voilà, donc c'est enthousiasmant, c'est rassurant, et ouais. Je pense que les années à venir vont être assez intéressantes. J'espère. Moi, à partir du moment où expérimenter plus, expérimenter plus large. Voilà. De toute façon, c'est clairement nous ce qu'on cherche à faire. Ouais. J'attends la suite avec impatience. Carrément. Bon, en tout cas, aujourd'hui, toutes les informations seront dans la barre de description. Je vous invite à aller les suivre sur leur chaîne et sur leur réseau parce qu'il y a plein de choses très, très intéressantes à voir. Et puis, on en reparlera rapidement aussi sur Maybe Planet, je pense. Et en tout cas, merci encore une fois à vous deux. C'était un plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo parce que c'est toujours sympa. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Maybe Planet. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, ciao.